Bonjour et merci d'être présent à cette nouvelle séance de UGC Culte. Aujourd'hui, nous allons voir Shining de Stanley Kubrick avec Jack Nicholson et Shelley Duvall, un film qui reçut un accueil mitigé lors de sa sortie, mais qui a gagné en appréciation au cours des années jusqu'à devenir aujourd'hui un film culte. Kubrick est un réalisateur qui aime s'attaquer à des genres différents, mais ses films abordent à peu près toujours le thème de la schizophrénie. Ici, il veut réaliser un film d'horreur et prend comme base le roman Shining de Stephen King, un maître de la littérature d'horreur et fantastique. Kubrick se lance dans une véritable étude des mécanismes de la peur au cinéma, comme le fit en son temps Alfred Hitchcock avec son film Psycho. Il offre un film dont plusieurs scènes et l'interprétation mémorable de Jack Nicholson hantent les spectateurs longtemps après être sortis de la salle. La mise en scène est somptueuse, utilisant l'hôtel vide immense pour faire des travelling sans fin, où Kubrick suit le déplacement de ses comédiens. Le Steadicam, un système qui stabilise la caméra portée par l'opérateur, devient pour lui un acteur du film à part entière. Les 10 premières minutes de Shining sont une leçon de scénario sur la manière de créer la peur chez les spectateurs, les attraper pour ensuite ne plus les lâcher. Kubrick commence par une scène où le gérant de l'hôtel prévient Nicholson que l'isolement de l'hôtel en hiver peut rendre les gens complètement dingues. Un gardien devenu fou y a tué sa femme et ses filles avant de se suicider. That is quite a story. Yeah, it is. Oh, it's still hard for me to believe it actually happened here. But it did. And I think you can appreciate why I wanted to tell you about it. I certainly can, and I also understand why your people in Denver left it for you to tell me. Well, obviously, I mean, some people can be put off by the idea of staying alone at a place where something like that actually happened. Well, you can rest assured, Mr. Ullman, that's not going to happen with me. Bien que Nicholson prétende que cela ne lui arrivera certainement pas, nous devinons qu'il n'en sera rien. Fascinated when I tell her about it. She's a confirmed ghost story and horror film addict. En montage parallèle, on nous introduit sa femme et son fils Danny, qui a un double, Tony, et qui voit les choses arriver à l'avance. He already did. He's gonna phone Wendy up in a few minutes to tell her. Hello? On nous explique donc exactement ce qui va se passer. Nous sommes entraînés dans l'histoire, nous savons que ce drame raconté par le gérant va se rejouer, même si Jack prétend le contraire. Kubrick nous a donné toutes les clés pour comprendre ce qui conduit Jack à la folie. À partir de là, tout détail devient insignifiant, nous permettant d'anticiper, imaginer comment cela va arriver. L'anticipation, c'est le grand plaisir du spectateur. Les cinéastes qui le savent en profitent pour faire ce que Hitchcock appelait de la direction de spectateur. Et dans un film d'horreur, l'anticipation installe la peur. Le spectateur craint pour les héros à l'écran, il veut leur crier « Non, non, n'y allez pas ». Jack Nicholson a du talent pour jouer les fous. Il a même gagné un Oscar pour son interprétation dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, où il nous rend très sympathique son personnage, dont on se dit qu'il n'est pas si fou que cela. Dans Shining, il ne nous inspire très vite que de la crainte. Sa performance est exceptionnelle. Il modifie progressivement son centre d'énergie en le faisant passer du plastron dans les premières scènes du film Quand tout va bien, au milieu de ses sourcils au fur et à mesure de l'histoire, pour nous faire ressentir le basculement de Jack dans la démence meurtrière. Well, that just happens to be exactly what I'm looking for. I'm outlining a new writing project, and 5 months of peace is just what I want.
Le centre d'énergie d'un acteur est une théorie développée par Stanislavski et l'Actors Studio. Le terme désigne l'endroit du corps où le comédien concentre toute son énergie et axe son jeu autour de ce point, ce qui lui donne le langage corporel de son personnage. Dans un film d'horreur, la lumière participe énormément à créer l'ambiance de terreur. Pendant la projection, vous noterez certainement qu'au début du film, la lumière est plate, sans relief, on est en plein jour. Progressivement, on va aller vers des scènes de soir ou de nuit qui permettent d'installer une lumière plus contraste avec des zones d'ombre pour terminer totalement dans la nuit, dans la dernière partie du film. Goddamn soul. Just a glass of beer. La lumière sur Jack Nicholson prend au fur et à mesure les codes de l'expressionnisme, se fait plus dur, éclairant son visage par le bas pour lui donner un air encore plus démoniaque. Hi, Lloyd. A little slow tonight, isn't it? Yes, it is, Mr. Torrance. What'll it be? I'm awfully glad you asked me that, Lloyd, because I just happen to have 2 20s and 2 10s right here in my wallet. Le bar est ici déterminant, car la lumière qui va éclairer le visage de Jack y est incrustée, donnant à cet effet un air naturel puisque venant d'un élément de décor. Le Steadicam est un bras articulé fixé par un harnais au caméraman. Une fois la caméra posée dessus, elle est stabilisée, équilibrée, permettant à l'opérateur de suivre ou précéder un acteur en mouvement avec une stabilité de l'image qui est proche d'un chariot de travelling sur rail. Ce premier mouvement d'accompagnement latéral pourrait être fait avec un chariot sur rail de travelling, car on ne les verrait pas dans l'image. Mais pour le deuxième mouvement, qui précède les personnages dans le labyrinthe, on voit le sol. On ne pourrait pas mettre de rail, qui ne pourrait de toute manière pas tourner comme on le fait ici. Un chariot de travelling sur roue ne pourrait pas non plus rouler sur le gravier. Dans le cul-de-sac, le peu d'encombrement du Steadicam permet aux acteurs de faire demi-tour et de repasser devant la caméra dans un espace réduit. En intérieur, on est aussi au Steadicam. Et Kubrick croise dans un fondu les deux mouvements. On pourrait rouler avec des roues sur le sol de l'hôtel, mais on ne pourrait pas suivre Jack entre le pilier et le canapé jusqu'à la maquette du labyrinthe. Le Steadicam a déjà été utilisé avant Shining, mais Kubrick, par ses demandes, va amener à le perfectionner. C'est qu'il a l'intention de filmer la scène finale dans le labyrinthe, de nuit, dans la neige, et que c'est impossible sans Steadicam. Mais il veut aussi l'utiliser en intérieur, dans cet hôtel immense, dont il va parcourir les longs couloirs avec les personnages pour créer l'angoisse. Le Steadicam en position basse permet de suivre pendant longtemps Danny sur son engin. En faisant cela, Kubrick installe un temps, une longueur qui lui permet de créer l'anticipation du spectateur.
Quand un plan dure aussi longtemps, il est rare qu'il n'y ait pas quelque chose d'important au bout. Cette longueur, cette attente, fait naître l'angoisse. Que va-t-il arriver? Que va-t-il arriver à Danny? C'est une règle du film d'horreur. La musique, ou l'absence de musique, est un élément important dans tous les films. La musique peut changer totalement la couleur d'une scène. Elle est très importante dans les films d'horreur, où elle annonce souvent le drame à venir et aide à créer l'attente, le suspense. Wendy Carlos, avec qui Kubrick a déjà collaboré sur Orange Mécanique, adapte ici au Wochender la symphonie fantastique de Berlioz, qui installe immédiatement l'atmosphère d'un film d'horreur. Sans la musique pour donner cette direction, ces images pourraient aussi être une publicité pour un séjour dans un hôtel de haute montagne. Kubrick utilise également des sons dissonants, dont l'assemblage crée une musique en soi et renforce l'atmosphère angoissante des images en nous indiquant que malgré l'apparente tranquillité, quelque chose de terrible va arriver. Shining est un film qui ne répond jamais à la question « pourquoi ?», comme dans un script traditionnel. Les éléments y sont donnés sans explication rationnelle et rapidement, le récit se résout dans une réalité qui n'est plus celle du début de l'histoire. Kubrick y mélange fantasmes, hallucinations et fantômes. De nombreuses questions restent sans réponse dans plusieurs scènes. Ce fantastique n'en a jamais l'apparence. Il est au contraire très réel, très troublant. Jack entre dans le bar de l'hôtel que nous avons déjà vu vide et il est plein d'une foule en tenue de soirée. Good evening, Mr. Torrance. Good evening. Nous ne remarquons pas immédiatement que nous sommes passés dans les années 20, des années folles, alors que Jack a gardé ses vêtements des années 80. Cela ne lui semble pas du tout étrange. Comme le dit Lloyd le barman, ça ne le concerne pas, du moins à ce point. Et c'est comme une adresse au spectateur pour qu'il se laisse porter par le récit sans se poser de questions. Hi, Lloyd. Been away, but now I'm back. Good evening, Mr. Torrance. Le tournage de Shining durera près d'un an, de mai 1978 à avril 1979, consolidant la réputation de perfectionniste de Kubrick, notamment sur le nombre de prises qu'il peut faire pour un plan, parfois entre 80 et 100. La scène du grand escalier, où Jack tente de prendre la batte de baseball avec laquelle Wendy le menace, apparaît-il pris 3 semaines de tournage et pas moins de 87 prises. Kubrick a dit une phrase qui m'a marqué en tant que jeune réalisateur. La question, ce n'est pas comment filmer, mais quoi filmer. Il a effectivement toujours adapté sa mise en scène, le comment, au quoi, le sujet qu'il racontait. Ce quoi filmer, il va avoir de plus en plus de mal à le trouver, le choisir, puisque Shining sort en 1980 et Kubrick ne tournera plus que 2 films, Full Metal Jacket en 1987 et Eyes Wide Shut en 1999, qu'il termine quelques jours avant de mourir et dont il ne verra jamais la sortie. Kubrick n'a réalisé que 13 films, mais 7 d'entre eux sont unanimement considérés comme des chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma. En mai, nous verrons un film que j'ai réalisé, Ma vie en rose, qui a gagné le Golden Globe du meilleur film étranger, avec Michel Larocque, Georges Dufresne, Laurence Bibot et Daniel Hansens. L'histoire d'un petit garçon qui rêve d'être une petite fille et qui découvre le regard des autres et le trouble de ses parents. Un film peint aux couleurs de l'enfance, où drame et comédie se mélangent avec des scènes oniriques. À ne pas manquer sur grand écran. Bonne projection!